Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui est vraiment au cœur de votre programme, et même au cœur de la littérature tout entière. Comment est-ce qu'on raconte une vie? Dit comme ça a l'air simple, n'est-ce pas? On prend une existence avec un début, un milieu, une fin, et hop, on la met sur le papier. Sauf que la littérature, surtout depuis le XXe siècle, nous montre que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Eh oui, pas si vite. En réalité, cet acte d'écrire, que ce soit sur soi-même ou sur les autres, c'est devenu un immense terrain d'expérimentation, rempli de doutes, de questions et de solutions littéraires absolument passionnantes. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, premier point, commençons par les fondations. À l'origine, quand un auteur décide de raconter sa vie, il fait une sorte de promesse à son lecteur. Et cette promesse, c'est celle de la vérité. Ce concept, vous devez absolument le maîtriser pour le bac. C'est le pacte autobiographique, théorisé par Philippe le Jeune. Le principe est simple. L'auteur, le narrateur et le personnage principal sont une seule et même personne. Et cette personne s'engage à être sincère. C'est le contrat de base, le fondement de l'autobiographie classique. Et cette citation de Charles Juliet, elle est très éclairante. Elle nous montre que derrière ce pacte, il n'y a pas juste l'envie de se raconter. Non, c'est plus profond. C'est un devoir de mémoire, c'est un geste d'amour, c'est une quête pour comprendre d'où l'on vient, comment les autres nous ont façonnés. Deuxième temps de notre réflexion, ce beau pacte, ce miroir bien lisse de la sincérité, eh bien en XXe siècle, il va se fissurer et même voler en éclats. Pourquoi? Parce que de grands courants intellectuels vont venir tout remettre en question. Voilà l'opposition, presque un choc frontal. D'un côté, on a le récit de vie qui cherche à coller au réel, et de l'autre, dans les années 50-60, on a le nouveau roman qui va proclamer la mort du personnage, qui va refuser l'idée même d'intrigue. Pour ces auteurs, le langage n'est pas un outil transparent, il déforme, il trahit. C'est la grande question qui va hanter les écrivains. Si le moi est quelque chose d'instable, qui change tout le temps, et si les mots sont incapables de dire le réel, comment on fait? Est-ce qu'on doit juste renoncer à se raconter? Ce dialogue intérieur de Nathalie Sarraute, qui est pourtant une figure du nouveau roman, est génial pour ça. On sent toute sa méfiance. Les mots «souvenir d'enfance», pour elle, c'est un cliché, une formule toute faite qui ne peut pas capturer la réalité de l'expérience. Ça la gêne. Et vous voyez, sa peur, ce n'est pas de mentir sur les faits. Sa peur, c'est de figer la vie, d'en faire une histoire trop nette, trop propre, du tout cuit. Elle veut que ça tremble, que ça garde la vibration, l'incertitude du vécu. La vérité, pour elle, elle n'est plus dans les faits, elle est dans cette recherche hésitante. Alors, troisième axe. Face à ce miroir brisé, les auteurs ne renoncent pas. Au contraire, ils vont ramasser les morceaux et inventer de nouvelles formes pour se raconter. Des formes plus complexes qui assument de mélanger le réel et la fiction pour approcher une autre forme de vérité. Et voilà le concept clé qui va naître de cette crise, l'autofiction. Attention, ce n'est plus le pacte de vérité de Rousseau. Ici, l'auteur ne promet pas que tout est factuellement vrai. Il promet d'utiliser les outils du roman, de la fiction, pour explorer le plus honnêtement possible les zones d'ombre de sa propre vie. Cette phrase d'Annie Ernaux est saisissante. Elle résume tout. Le jeu qui écrit aujourd'hui regarde le jeu de son passé et ne se reconnaît plus. C'est une étrangère. L'écriture n'est donc plus un simple souvenir, ça devient une véritable enquête sur cette personne qu'on a été. Et là, c'est passionnant. On voit que même un choix de pronom, un choix grammatical, devient un enjeu philosophique. Est-ce que j'utilise «je» pour parler de moi jeune, ce qui suppose une continuité, ou est-ce que j'utilise «elle», ce qui acte une rupture et me permet de m'analyser avec une distance presque scientifique? D'ailleurs, cette distance, elle est aussi très influencée par les sciences humaines, et notamment la sociologie. L'écriture de soi ne s'intéresse plus seulement à l'individu isolé. Elle cherche à comprendre comment le milieu social, la classe, l'époque nous déterminent. L'histoire intime et l'histoire collective se rejoignent. C'est ce que font brillamment Annie Ernaux ou Édouard Louis. Quatrième point. Cette posture d'enquêteur, ce souci de la vérité, ça ne s'arrête pas à soi-même. De nombreux auteurs contemporains vont se tourner vers la vie des autres. Mais attention, pas pour faire des biographies à l'ancienne, non, pour mener de véritables investigations littéraires. Et le champ des possibles explose. On ne s'intéresse plus seulement aux grands hommes. Pierre Michon va donner une dimension mythologique à la vie de parfaits inconnus. D'autres, comme Emmanuel Carrère ou Philippe Janada, partent d'un fait divers sordide et en font une exploration des abîmes de l'âme humaine, tout en se mettant eux-mêmes en scène dans leur enquête. On sent bien le dilemme éthique dans cette phrase de Jahanada. C'est une immense responsabilité d'écrire sur une vie qui a vraiment existé. On ne peut pas truquer, on ne peut pas inventer, la tentation de la fiction est là, mais elle peut aussi être une forme de trahison.
Et Laurent Binet, lui, pousse le questionnement à son paroxysme. C'est le paradoxe terrible du roman historique. En racontant une histoire vraie, et surtout une histoire tragique, est-ce qu'on ne la transforme pas en spectacle, en simple littérature? Il parle d'une alchimie infamante. C'est une interrogation morale qui est vraiment au cœur de l'écriture contemporaine. Bon, on a brassé beaucoup d'idées. Pour finir, et pour que vous soyez armés au mieux pour vos épreuves, on va synthétiser tout ça dans une petite fiche. Voyez ça comme votre boîte à outils pour décrypter n'importe quel récit de vie. Voilà, un tableau simple à avoir en tête. D'un côté, l'autobiographie classique qui promet la sincérité, ensuite l'autofiction qui utilise le roman pour explorer une vérité plus intime, puis la biographie romancée qui se présente comme une enquête, et enfin le roman historique qui est toujours en tension entre la volonté de reconstituer le passé et la part de fiction. Et gardons en tête cette phrase absolument magnifique de Pierre Michon. Elle résume tout le pouvoir de la littérature. Peu importe qu'une vie soit minuscule, en apparence sans importance, dès que l'écriture s'en empare, elle lui donne une portée universelle. Elle la rend majuscule. Je vous laisse sur cette question car c'est peut-être ça, le plus grand changement. La vérité n'est plus forcément un point de départ qu'on se contente de raconter. C'est devenu un but, un horizon qu'on poursuit. Et c'est peut-être la quête elle-même, avec ses doutes, ses hésitations, qui constitue la véritable vérité de l'œuvre. C'est une piste à creuser.